la pratique JDR. Donc aujourd'hui, on va compléter un petit peu sur le volet du coup série, film et pandémie, d'accord? Parce que j'ai déjà insisté sur d'autres paramètres sur la précédente vidéo qui est parue il y a 2 jours. Et suite à un échange avec un ami, effectivement, il s'avérait que ces côtés-là n'étaient pas assez développés. Et c'est vrai, même si j'en parlais très rapidement, par exemple des films, j'ai pas donné toute la part nécessaire à ces thèmes-là. Donc c'est parti, tu es prêt? C'est parti mon ami. Donc, je mets un grand écran comme d'habitude. Et on est parti. Donc en quoi les séries, les films et la pandémie ont contribué au renouveau des jeux de rôle depuis 2015? Alors la seule chose qu'on peut se dire déjà pour commencer, c'est que déjà pendant la pandémie, mais même avant la pandémie, hein, les services de streaming sont largement développés. Donc d'abord c'était Netflix, après ça a été Amazon Prime, Disney+. Et on constate effectivement une forte croissance des services de streaming et en parallèle de moins en moins de gens qui vont au cinéma. Et du fait, ça tient à différentes choses. D'une part, c'est assez pratique les services de streaming, ça permet de regarder des bons films, des bonnes séries de chez soi, sans avoir à sortir, aller au cinéma. Et en plus, pour le prix d'une place de cinéma par mois, on peut regarder les séries tous les jours du mois. Donc effectivement, ça pousse à la consommation. Et ça fonctionne très bien. Donc tu vois, par exemple, les chiffres qu'on a de Netflix, qui est la plateforme de streaming la plus développée, hein, la plus ancienne. Donc elle a commencé en 2001 avec 400 000 souscripteurs seulement. Et en 2020, ils ont dit qu'ils étaient à peu près à 204 millions de souscripteurs. Donc tu vois la croissance, c'est un truc énorme, quoi. Ils ont multiplié par... donc tu vois, s'ils étaient 1 million et 200, donc plus de 400 fois leur population de souscripteurs, alors qu'il y a la concurrence. Hein. Depuis 2020, Disney Plus est arrivé, Amazon Prime est arrivé quelques années avant. Donc tu vois, malgré tout ça, effectivement, on est sur une croissance forte pour l'instant. Et non seulement il y a de plus en plus de gens, mais les gens ont tendance à passer de plus en plus de temps en plus sur leur écran pour regarder des séries. Donc tu vois, par exemple, la pandémie, c'est un peu exceptionnel, hein, donc plus de 3 heures, mais même avant la pandémie, hein, tu vois, en 2019, ils étaient à peu près à 2 heures par jour, alors qu'en 2009, ils étaient même pas à 10-20 minutes, quoi. Donc les gens passent de plus en plus de temps à regarder des séries. Et tu me dis, et quel est le rapport avec Schmilblick? On va le voir ensemble. Et ben on va regarder, tu vois, les 10 films les plus regardés sur Netflix, et on va regarder les thèmes. Et je t'invite à regarder, tu vois, Grey's Anatomy, Criminal Minds, NCIS. Qu'est-ce que c'est pour toi, ça? Ce sont des séries d'enquête, d'accord? Et les séries d'enquête, l'investigation, c'est une des dimensions clés des jeux de rôle, hein. Aussi bien dans des jeux où tu incarnes des détectives, mais même des jeux comme D&D, Donjons Dragons, Star Wars, il y a toujours une partie enquête, une partie compréhension de ce qui se passe. Donc tout ça, ça va pousser à donner envie, tu vois, à découvrir des choses plus poussées. Et ensuite, si on regarde The Blacklist Supernatural, on est sur des thèmes qui sont soit plutôt liés Supernatural, donc à des pouvoirs magiques, donc plutôt à la fantasy. Et The Blacklist, c'est plutôt proche de la science-fiction. Et Vampire Diaries, ben là, on est vraiment dans le thème de la fantasy urbaine contemporaine, hein. On est dans l'histoire de vampires. Donc, tu vois, là on va pouvoir directement faire le lien avec Vampire Masquerade, par exemple, et Supernatural, avec tous les JDR de super-héros. Donc, tu vois, d'une part, avec les films d'investigation, séries d'investigation, et les séries plutôt orientées fantasy contemporaine, et ben effectivement, on va pouvoir ouvrir une porte qui va pouvoir donner envie aux gens d'aller un peu plus loin et découvrir ce genre d'univers qui sort de l'ordinaire. En plus, tu vois, hein, que ça se chiffre en dizaines de millions de vues, hein, c'est pas rien. Et les séries pour geeks, bah, du coup, ont une audience grandissante également. Donc, si on regarde, tu vois, en juillet 2020, et donc les films et séries les plus regardés pendant 4 semaines de leur lancement. Donc, tu vois, Netflix, en fait, il suit de très près tous les stats, hein, notamment de lancement. C'est là qu'il décide si, oui ou non, il va maintenir la série. Donc, tu vois, par exemple, The Old War, The Witcher, Enola Holmes. Alors, quand tu regardes tous ces thèmes, tu constates que tu connais peut-être pas toutes, hein, mais certaines sont soit plutôt des séries d'investigation, soit des séries de fantasy comme The Witcher, euh, ou alors d'investigation comme Enola Holmes, d'accord, ou Murder Mystery. Donc, tu constates en fait qu'il y a soit beaucoup de séries, soit d'investigation, soit de fantasy, de science-fiction, qui font qu'effectivement, bah, ça va donner envie aux gens à regarder. Et quand tu regardes toi, le nombre de viewers, on est de l'ordre de 60, 90 millions de viewers, voire quasiment 100 millions de viewers pour Extraction. Donc tu vois, on est sur des gros volumes.
Donc des gens qui ont peut-être majoritairement un profil un peu plus geek, peut-être, plus connecté à la science-fiction et à la fantasy. Donc des gens comme toi et moi, qui adorent regarder des séries. Bird Box, qui a de la science-fiction aussi. Donc maintenant, si on regarde les plus grosses franchises, celles qui font surtout les films essentiellement, hein, les séries aussi, mais surtout les séries, on voit qu'il y a beaucoup de séries qui sont les soit à la SF, soit à la fantasy, donc deux domaines prédominants des jeux de rôle. Donc si tu regardes la principale, tu as Marvel Cinematic Universe, tu vois, qui est vraiment le champion des champions, hein, à plus de 20 millions d'US de revenus. Après, tu as Star Wars, qui est le champion numéro 2, tu vois, à peu près à 10 milliards. Ouais, c'était des milliards. Donc on a plus de 20 milliards pour Marvel Universe, à peu près 10 milliards pour Star Wars. Après James Bond, on doit être autour de 5 milliards, tu vois, Batman aussi. Harry Potter, on approche les 10 milliards tranquillement. X-Men, on est autour de 6. Avengers aussi. Donc tu vois qu'il y a beaucoup d'univers qui sont plutôt de la science-fiction, comme Marvel Cinematics, X-Men, Avengers, donc des super-héros. Donc il y a le côté un peu fantasy avec les super-pouvoirs qui sont associés à la magie, et le côté contemporain, scientifique qui se vendent très bien. Et puis tu as la fantasy plus classique, hein, tu as Harry Potter. Tu regardes à droite, tu as aussi Pierre des Caraïbes, tu vois, qui est la fantasy plutôt de pirate. Tu as aussi bien entendu Le Seigneur des Anneaux, tu vois, Peter Jackson of the Ring. Et dans la SF, tu as Star Trek, par exemple, grosse licence. Tu as aussi tout ce qui est super-héros, donc Superman, Transformers aussi. Donc conclusion, sur les grosses licences, en gros, hein, tu as quasiment que de la science-fiction, soit de la SF, soit un petit peu des deux. Et ces trucs-là, effectivement, ce sont des portes d'entrée très intéressantes pour pouvoir faire découvrir le jeu de rôle aux gens, qui va donner envie aux gens de faire des jeux de rôle. Et la grosse série de science-fiction qui m'a beaucoup marqué dans les années 2000, à l'époque j'avais une vingtaine d'années, c'est vraiment Stargate. Stargate que j'ai tellement aimé que j'ai acheté le lot complet il y a une dizaine d'années, que j'ai tout regardé à la maison. J'ai repris un abonnement Amazon Prime juste pour ça. J'ai tout regardé ce qui était sur Amazon Prime juste en début d'année là. Donc effectivement, c'est une série à laquelle on est attaché. Pourquoi? Parce que les personnages sont attachants, que ce soit O'Neill, que ce soit Teal'c, que ce soit General Carter. Ils sont vraiment tous super attachants. Ils sont géniaux, surtout SG1. Hein. Et le succès, c'est vraiment pas démenti, tu vois, parce que sur chacun des épisodes, si tu regardes les statistiques, ils sont entre 1,5 et 3,2 millions de viewers par épisode, ce qui est considérable. C'est une des plus grosses séries de SF qui a beaucoup plu à l'époque et qui a tellement plu qu'en fait, il y a eu plusieurs adaptations de jeux de rôle. Donc, il y a une adaptation de jeu de rôle des années 2000 et beaucoup plus récente, là, qui vient juste de sortir, celle-là, que j'ai pris d'ailleurs en PDF, Stargate SG1, Role Playing Games. Donc, une adaptation du système D20 de Donjons Dragons pour Stargate. D'ailleurs, on va commencer une campagne bientôt avec un ami sur mon Discord. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Donc, excellente opportunité, tu vois. 20 ans après, on relance un jeu et en plus, le jeu connaît du succès parce qu'il y a eu pas mal de souscripteurs. Donc, ça fait très plaisir de voir des belles licences comme ça continuer à vivre et continuer à développer par des jeux de rôle, par de nouvelles approches, en s'inspirant de ce qui fonctionne mieux, c'est-à-dire SG1. Et tout à l'heure, on a parlé de Star Wars, hein, qui est vraiment effectivement une des grosses licences de SF ou science fantasy. Certains diront SF, science fantasy. Pour moi, c'est un peu entre les deux. Donc, moi, j'accepte les deux. Et je voudrais beaucoup mettre l'accent sur la série d'animation Clone Wars, car à mon avis, par rapport à la qualité de la réalisation, la qualité des personnages comme Ahsoka par exemple, et aussi Obi-Wan Kenobi bien entendu, elle mérite d'être largement connue, donc elle est disponible sur Disney Plus actuellement. Donc en fonction des épisodes, entre le 1, 2, 3 à 4, 3 à 4 plutôt pour la saison 1 et 2, et 1 à 2 plutôt pour les dernières saisons, 3 à 4. Et voilà, on est quand même sur une grosse série très qualitative, avec des histoires intéressantes, des personnages riches et qui donnent vraiment envie d'aller plus loin. D'ailleurs, je connais beaucoup d'enfants de mes amis qui jouent aux jeux vidéo sur Xbox d'aventure et d'exploration de Star Wars. Et nous, entre amis, nous qui sommes des geeks de 40 ans, qui ont vu les films Star Wars au cinéma, etc., eh bien, on prend un grand plaisir à jouer à cette campagne. Donc, on joue actuellement une campagne, tu vois, Star Wars FFG, donc le dernier système avec des effets spéciaux. Et effectivement, on va faire des modules d'aventure de chacun des sous-domaines. Tu vois, il y a 3 sous-domaines. Donc, Age of Empires, au Coffin l'Empire, pour incarner plutôt des brigands, tu vois, des contrebandiers comme Han Solo. Ensuite, à Age of Rebellion, pour incarner plutôt des rebelles. Donc, on va pouvoir incarner la princesse Leia, ce genre de personnage, tu vois. Des gens qui travaillent pour la rébellion. Et enfin, mon préféré, Force et Destinée, on va incarner des Sith et Jedi. Ça, c'est vraiment génial. Et effectivement, quand on peut avoir cette richesse, cette chance d'avoir tous ces éléments-là, personnellement, ouais, j'ai tous les livres ici. Je les ai mis là, ils sont pas là, ils sont là.
C'est vraiment chouette. Et ça permet vraiment de faire des campagnes. Par contre, petit conseil que je peux donner, si tu n'as pas encore lancé ta campagne, c'est peut-être de commencer avec un groupe de joueurs sur un univers choisi, tu vois, quitte à faire tous les modules d'un coup. Tu as de quoi faire une campagne quasiment avec tous les modules qui sont sortis sur Age of Empires, par exemple, pour commencer. Puis après, bah, faire d'autres personnages pour la rébellion, etc. Parce que si tu fais du mélange, ce qu'on fait sur notre campagne, eh ben, il y a toujours des joueurs frustrés parce qu'il y a, par exemple, dans mon groupe, il y a un chasseur de primes, il y a moi qui suis un Jedi. Le chasseur de primes, bah, lui, il va avoir tendance à aller chercher des contrats pour pouvoir être bien rémunéré, hein, bien vivre. Alors que le mien, initialement, son souhait, c'était vraiment de se connecter à la force, etc. Mais comme les aventures n'ont pas permis de le faire, on a été frustrés tous les deux. Donc voilà, c'est frustrant pour tout le monde, pour le MJ aussi, mon ami qui anime ça. D'ailleurs, j'ai la chance d'animer un module d'aventure Force et Destinée actuellement, qui est Chronique Gardien. Ça fait la deuxième fois que je l'anime, je l'aime beaucoup. Donc je te le recommande, il est vraiment chouette. Et effectivement, quand on parle de franchise de SF connue, ben, on se doit de parler de Star Trek, donc Star Trek Discovery. Donc effectivement, c'est une des plus grosses séries, hein. Même si on a un petit cran en dessous par rapport à Stargate, par exemple. Star Trek, tu vois, on a à peu près 1,7 million sur les premiers épisodes de Discovery. Malheureusement, après, ça a bien chuté, parce qu'il y a eu quelques petits soucis sur la série, mais un beau potentiel. Et qui a été adapté avec un jeu développé par Modifius il y a 5-6 ans, donc Star Trek Adventures, avec le système 2D20, donc un système qui est bien, qui est nerveux, qui permet de s'adapter, etc. Un très très bon jeu avec des modules spécifiques d'aventure, très bon jeu que je te recommande. J'ai la chance d'être MJ sur ce jeu aussi. Autre univers qui se prête bien au jeu de rôle, Battlestar Galactica, d'ailleurs qui a fait l'objet d'un jeu de rôle dans les années 2000, même s'il n'existe plus actuellement, on peut le trouver encore en PDF. Donc excellent space op avec des jeux d'acteurs, avec des tensions, des différentes factions, génial, franchement génial. Et quand même 1,9 à 3,2 millions, donc effectivement un gros succès au même niveau que Stargate à l'époque. Même si je crois qu'on entend beaucoup moins parler de Battlestar Galactica, donc c'est à l'époque que c'est eu du succès. Maintenant, c'est un petit peu dépassé entre guillemets. Et au-delà de ces séries, tu vois, qui sont très orientées SF fantasy, ben, on a des séries cultes qui sont plus proches de notre quotidien, qui ont vraiment facilité le développement des jeux de rôle. Et le premier, le champion, c'est Stranger Things, qui est aimé aussi bien par des quadras qui ont aimé leurs années 80, donc ça leur rappelle leur enfance des années 80, comme moi, ou alors les 18-30 ans qui est beaucoup aimé. Hein, aux États-Unis, ils sont à peu près 1 sur 3 à avoir vu la série Stranger Things, qui est énorme. Et au total, 40 millions de viewers sur chacun des épisodes. Donc un gros succès, un succès énorme de Netflix. Ils ont vraiment tapé un sacré coup. Et régulièrement dans les épisodes, on les voit jouer à des parties de Donjons Dragons à la façon de l'époque, avec des maps, les vieux écrans, etc. Effectivement, ça fait beaucoup de plaisir à ceux qui ont vécu ça. Donc ceux qui ont joué aux jeux de rôle des années 80, qui sont un petit peu plus anciens que moi, parce que moi j'ai commencé dans les années 90. Et effectivement, ça fait vraiment plaisir de voir que on commence à populariser le jeu de rôle avec des séries assez récentes et avec toutes les reprises qu'il y a sur les réseaux sociaux, tu vois, les dessins d'artistes, etc., comme ici, qui permettent vraiment effectivement de populariser le jeu de rôle comme étant une activité classique, normale, acceptable. Et quand je parle de série jeu de rôle, je suis obligé aussi de parler de The Big Bang Theory. Donc il y avait un épisode dans lequel, je crois que c'est saison 6, épisode 23, il me semble, vous me dites en commentaire si je me trompe, dans lequel ils vont pouvoir faire une partie de jeu de rôle, s'amuser. Effectivement, tu vois, on trouve vraiment tous les ingrédients, des amis autour d'une table, un MJ avec son écran, des joueurs avec une map, des cartes, des figurines, un feuille de personnage. Ils passent un moment ensemble entre potes, entre geeks. Et puis une fois qu'ils auront réussi, ils auront abattu un monstre, c'est la joie, c'est le bonheur. C'est la joie qu'on a aussi quand on passe des niveaux. C'est ça, effectivement, l'essence du jeu de rôle, c'est ça, c'est passer un moment entre potes autour d'une table. C'est vraiment chouette. Et autre élément qui a permis de développer la partie jeu de rôle, c'est la pandémie. Et effectivement, on pouvait s'attendre à ce que ça freine la pratique de jeu de rôle. Parce qu'en fait, il y avait beaucoup de campagnes IRL qui étaient lancées au moment où la pandémie est arrivée, en mars 2020, mars l'année dernière. Et on a beaucoup qui sont trouvés à l'arrêt du jour au lendemain, notamment ceux qui considéraient qu'une partie de jeu de rôle, ça doit se faire IRL, c'est-à-dire autour d'une table, et surtout pas ailleurs. Donc il y, a, y, a, eu des joueurs et des MJ qui ont été frustrés, beaucoup. Hein.
Et alors qu'il y avait en parallèle des campagnes qui étaient déjà lancées sur serveur Discord plus VTT, comme Roll20, essentiellement à l'époque, hein. Foundry est vraiment sorti effectivement l'été dernier, donc ça commençait tout juste. Et là, effectivement, pour les gens comme moi qui étaient sur les deux, ben, on constatait qu'effectivement les campagnes en ligne se poursuivaient sans en compte parce qu'on continuait comme on faisait avant. On ne se voyait pas en physique, mais on jouait quand même. Et du coup, il y a même eu des transferts de campagnes IRL en ligne pour ceux qui étaient vraiment en manque, un MJ joueur. Et j'ai vu ce cas-là aussi assez réellement se faire. Et finalement, post-pandémie, tu vois, actuellement, de nouvelles habitudes sont prises. Hein, il y a des gens qui jouent beaucoup plus en ligne. Il y a des gens qui reviennent sur l'IRL aussi, bien sûr. Hein. Personnellement, moi, je suis un peu des deux. Et résultat, tu vois, il y a de plus en plus d'utilisateurs de VTT, donc plus de 10 millions d'utilisateurs de VTT, sur à peu près les 100 millions de releases dans le monde. Donc, tu vois, 1 sur 10 qui utilisent comme les VTT, les Virtual Tabletop. Donc, conclusion, tu vois, les séries, avec notamment tous les services de streaming, sont bien développés, hein, Netflix, Disney+, Amazon Prime, qui valorisent beaucoup, tu vois, les séries d'action, d'aventure, de SF, de fantasy, pour créer vraiment, tu vois, du divertissement, pour créer une évasion pour le viewer. Et en parallèle aussi, tout le développement technologique, hein, de tout ce qui est Discord, sur Discord, qui permet de communiquer oralement, voire même de se voir en vidéo, ce qui permet de créer des conditions assez proches de l'IRL, ça c'est intéressant, plus les VTT qui permettent de montrer les cartes, comment on le fait autour d'une table classiquement, font qu'effectivement, la partie du GDR revient encore plus en force depuis 2015. Donc je t'invite, si tu n'as pas encore fait, regarder la précédente vidéo, qui donne un certain nombre d'éléments plus précis sur la reprise jeu de rôle en lui-même. Et celle-ci, effectivement, que tu viens de finir de regarder. Donc je te remercie pour le temps qu'on a passé ensemble. Je te fais un gros bisou. Et je te dis à bientôt. Gros bisous, cher holiste. N'hésite pas à liker, commenter, souscrire la chaîne et parle-en à tes amis autour de toi. Gros bisous.